AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour, bienvenue dans Face aux syndicats. Je reçois aujourd'hui le président de la Fédération française de la sécurité privée, Claude Tarlet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'A News Sécurité. C'est un Face à syndicat collé à l'actu, puisqu'on va parler des remous autour de la réforme du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, et de la montée au front des professionnels du secteur. On va essayer de faire très rapidement un résumé, Claude, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas des initiés. Le CNAPS est directement rattaché au ministère de l'Intérieur, on est d'accord ? On est d'accord. Il est en charge de délivrer les agréments, les autorisations d'exercer, les conventions de stage et les cartes professionnelles aux entreprises et aux salariés de la sécurité privée. Veiller à l'application, bien évidemment, des textes et des règlements en vigueur, ainsi que le code de déontologie qui régit le fonctionnement des agences de sécurité privée. Il est également conseiller pour les professionnels de la sécurité privée, pour les accompagner dans leurs évolutions. Mais aussi, le CNAPS est une police administrative destinée à réguler les différents organismes qui composent justement l'écosystème de la sécurité privée. On a tout dit ? On a tout dit. Bon, alors actuellement se prépare une réforme du CNAPS. Pourquoi déjà, avant de détailler cette réforme, pourquoi y a-t-il une réforme ? Il y a une réforme parce que le CNAPS est une institution encore jeune, dizaine d'années. Elle est née pour répondre à l'attente légitime des pouvoirs publics à l'époque de mettre peut-être davantage de règles dans une profession, notamment la surveillance humaine, qui parfois défrayait un peu la chronique. Oui. Et il y avait aussi la volonté de permettre à des entrepreneurs qui faisaient ce métier avec beaucoup de sérieux, et à des salariés qui voulaient avoir des perspectives, d'être finalement parfaitement reconnus grâce à une carte professionnelle, grâce à une formation, et donc de mettre en place les bases d'un vrai métier. Depuis 10 ans, il y a eu malheureusement, c'est l'expérience, un certain nombre d'événements qui ont quelque part mis parfois un peu de défiance, d'interrogation dans le fonctionnement de cette institution. Tout d'abord un rapport de la Cour des comptes dont tout le monde se souvient, qui pointait un certain nombre d'insuffisances, de décalages, parfois dans l'appréciation des situations, des sanctions, des règles qui n'étaient pas suffisamment claires, et puis beaucoup de retard dans le traitement, parfois des demandes, aussi bien pour des entrepreneurs que pour des salariés, ou surtout plus grave parfois pour des femmes et des hommes qui voulaient entrer en formation. Exactement. Et qui ne disposaient pas dans un délai rapide des moyens leur permettant de faire cela. Donc une volonté vraisemblablement de mettre finalement sur la table toutes ces difficultés et peut-être de donner au CNAPS un nouveau souffle. Alors, des retards, et entre autres sur Internet, puisque actuellement le site est en panne, le site du CNAPS. Alors, pour cette réforme, qui, on peut le souligner aussi, est assez critiquée par les professionnels du secteur, les textes concernant cette réforme évoqueraient que les difficultés du CNAPS proviendraient de la seule présence dans ces différentes instances des représentants de la profession. Il me semble, hein, c'est ce qui a transpiré. Ça fait partie des critiques qui sont évidemment faites. Bon, il y a des nuances. Je crois qu'il faut élever un peu le débat. Le CNAPS, en réalité, est une organisation qui avait accueilli au départ plus d'une trentaine de représentants de la profession à travers les différents métiers qui sont, je le rappelle, le transport de fonds, la sûreté aéroportuaire, la surveillance humaine, la télésurveillance et les acteurs, notamment détectives privés. Bien. À l'évidence, l'ensemble de ces professionnels avait un rôle à jouer dans des délégations régionales, dans des comités qui permettaient de travailler en commun, en coopération et d'apprécier la nature des situations. Bien. Dans les faits, on s'est aperçu que tout cela, par moment, posait un certain nombre de difficultés et que le lien entre le CNAPS, sa gouvernance et parfois le monde de l'entreprise était un peu difficile. Donc il fallait essayer d'améliorer tout cela. Vous parlez de difficultés. Quelles difficultés, par exemple ? Difficultés de lien, de coopération, d'échange. Voilà. Et en réalité, l'État, je crois, a perçu tout cela, mais on peut voir la situation de deux manières. La première manière, c'est effectivement de dire, c'est une marque de défiance. Nous étions très nombreux finalement en 2012. On est aujourd'hui réduit peut-être, alors petit 1, à une présence très limitée au sein du futur conseil d'administration, mais en même temps, il y a un comité d'experts qui est reconnu, l'État l'a voulu, avec un certain nombre de professionnels
professionnels qui vont pouvoir donner leur avis. Et puis deuxièmement, et c'est un point qui n'est pas du tout négligeable, la volonté aussi de l'État de préserver une commission de discipline, ce qu'on appelait le CNAC, alors justement, qui permet en effet aux professionnels de s'exprimer. Vous allez très très vite. Il y avait donc un projet d'ordonnance réformant le CNAPS qui semblait exclure justement de toutes ces instances les professionnels de la filière, qu'il s'agisse justement du collège de la Commission nationale d'agrément de contrôle, le CNAC, ou de la Commission locale d'agrément et de contrôle, le CLAC. D'où la montée au front très récemment, il y a une semaine, des professionnels de la filière qui se sont unis pour manifester leur mécontentement avec 5 organisations professionnelles, et pas n'importe lesquelles, qui ont fait une déclaration commune. Vous les avez évoquées dans le cadre de leur métier. On va les citer: le groupement des entreprises de sécurité, le GES, le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique, le GPMSE, le syndicat national des agents de recherche privée, le SNARP, les détectives privés, et la fédération des entreprises de sécurité fiduciaire, la FEDESFI, et le syndicat des entreprises de sécurité, de sûreté aéroportuaire, le CESA. Alors, ils sont montés au front, ce qui a permis d'avoir de nouvelles discussions et des avancées, semble-t-il, avec le CNAPS. Les choses ont l'air d'avancer plutôt dans un meilleur sens, en tout cas. Oui, je le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations qui étaient représentées jusqu'à présent au collège du CNAPS, celles que vous venez de citer, ont, à quelques nuances près, décidé ensemble de faire entendre leur voix. Et quel était finalement le message? Nous étions très nombreux dans toutes les instances. Nous sommes quelque part dans la nouvelle organisation qui est envisagée absents, puisqu'il y a des suppressions qui évidemment touchent le fonctionnement du CNAPS. Et ce que nous ne voulons pas, même si nous comprenons que l'État veut peut-être d'ailleurs donner une nouvelle chance au CNAPS, j'y reviendrai dans un instant, pour tenir compte des leçons du passé, nous ne voulons pas être totalement absents. Pourquoi? Parce que même si nous reconnaissons à l'État le rôle et la responsabilité de fixer les règles, il ne peut pas le faire sans évidemment consulter et intégrer dans la réflexion les représentants des différents métiers. Bon, et donc de ce point de vue, l'action et les échanges qui ont eu lieu avec les pouvoirs publics ont permis de faire entendre ces nuances. De même qu'elles ont permis d'attirer l'attention sur le fait qu'il était important que les entreprises aient une structure dans laquelle elles puissent être entendues lorsqu'il y a un litige, menace d'une sanction, une difficulté. La procédure du contradictoire, c'est quelque chose de très important. Et puis, si dans une commission de discipline, on doit traiter d'un dossier qui concerne un métier, il faut qu'on puisse le faire avec l'appui, l'assistance d'une personnalité qui appartient au métier. Et donc, de ce point de vue, j'ai le sentiment que l'État a entendu les préoccupations qui étaient exprimées. En même temps, ce qui est important, c'est surtout et avant tout, au-delà de la représentation des associations, c'est comment le CNAPS demain va vivre et quel type de service va-t-il rendre aux entreprises. Parce que c'est ça le vrai sujet. Il était déconnecté parfois. Il faut que cette réforme lui permette, parce que c'est la volonté de l'État, d'être plus agile, plus fluide, plus réactive, d'utiliser des moyens aussi technologiques. Vous évoquiez il y a quelques instants le site Internet qui ne fonctionne pas. Dans une économie comme la nôtre, on a besoin d'un outil qui fonctionne. Et on a besoin de collaborateurs qui soient à l'écoute. Et on a besoin de moyens. Donc, tout dépendra, si la réforme va au bout, et je pense qu'elle va aller au bout, des moyens que l'État mettra à l'appui de cette nouvelle organisation. Nous jugerons aux actes, mais je pense qu'il faut donner une chance à cette réforme. On peut le dire que jusqu'à maintenant, le CNAPS manquait quand même de moyens, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on reproche finalement véritablement aux professionnels du secteur quant à leur présence au CNAPS? Est-ce qu'il n'y avait pas finalement aussi un problème de concurrence, de conflit d'intérêts? Et il peut toujours y avoir un problème de conflit d'intérêts, mais là, c'est un problème éthique. C'est-à-dire que la profession dans son ensemble a besoin de gagner globalement en maturité. Nous avons des femmes et des hommes qui donnent beaucoup dans tous les métiers pour représenter leurs confrères. Nous ne sommes pas à l'abri dans nos activités, comme nous ne sommes pas à l'abri parfois dans les instances publiques, de dérapages qui conduisent effectivement à ce que l'on jette en quelque sorte un peu l'opprobre sur les uns et sur les autres. Moi, je crois qu'il faut vraiment dépasser cela. La profession a besoin aujourd'hui d'une vraie vision. Elle a besoin de se rassembler. De ce point de vue, l'action qui a été menée par les organisations présentes au CNAPS est un signe, pour moi, extrêmement encourageant, parce qu'il y a eu des échanges, et il y a eu la volonté d'exprimer ensemble, à un moment un esprit de groupe, une solidarité. Et moi, je veux retenir de ce que nous venons de vivre cette démarche, qui est une démarche qui va dans le bon sens, une démarche qu'il faut appuyer,
piliers et qu'il faut élargir. C'est le sens de mon action, vous le savez Alexandre, depuis de nombreuses années à la tête de la Fédération française de la sécurité privée. Pour terminer avec ce problème du CNAPS, décidément, ces atermoiements, est-ce que ça ne met pas en cause le continuum de sécurité privée? Si on prend un peu de recul, sécurité privée, sécurité publique, qui a déjà du mal à se mettre en place, pour pas dire plus, finalement de montrer que entre le public et le privé, c'est compliqué, quoi, le dialogue. J'ai eu ce réflexe lorsque les textes m'ont été communiqués. Ouais. J'avais le sentiment qu'il y avait vraiment un recul. Et puis, j'ai vu arriver un projet de création d'orientation stratégique. Et j'ai vu que dans ce projet, il y avait une volonté de la part de l'État de mettre autour de la table tous les acteurs, c'est-à-dire les clients, à travers leurs organisations représentatives et dans leur diversité. Les collectivités locales et territoriales, à travers notamment l'Association des maires de France et France Urbaine, tous les représentants des activités de sécurité dans leur diversité. Et là, j'ai eu le sentiment que ce que nous appelions nous-mêmes de nos voeux depuis très longtemps, une instance politique dans laquelle on puisse, aux côtés de la police, de la gendarmerie, des autorités de l'État, rassembler tous les acteurs de l'écosystème, avait été entendu. Alors d'un côté, oui, il y a une réforme du CNAPS que l'on peut considérer comme un pas en arrière, que je considère moi comme un second souffle. Et il appartient à l'État de montrer qu'il va mettre les moyens nécessaires pour que cette réforme fonctionne. Et puis de l'autre côté, une ouverture à travers un conseil d'orientation stratégique qui permettra à l'ensemble de la communauté de la sécurité privée de travailler avec l'acteur public dans un vrai climat de coopération et sur des sujets de fond, avec une altitude suffisante sur quelle place voulons-nous dans les 5 ans qui viennent. Comment devons-nous organiser l'ensemble de notre filière et quels sont les atouts dont nous disposons, notamment pour gagner la bataille de la confiance de l'opinion publique? Vous dites dans les 5 ans qui viennent, moi je dirais plutôt dans les 2 ans qui viennent, avec 2024, les JO, c'est un peu là, quelque part, la dernière chance de pouvoir travailler tous ensemble pour que ce continuum se mette en place et soit effectif et efficace pour les Jeux Olympiques. Je disais 5 ans parce que nous vivons, et ça ne nous a pas échappé, une campagne présidentielle. Et que l'enjeu, en effet, est celui des 5 prochaines années. Eh bien, vous me tendez une perche. Je la saisis pour la dernière question. Que pense la Fédération des différents programmes sécurité proposés par les candidats à la présidentielle? Je n'ai rien vu qui bouleverse la sécurité privée dans les programmes des différents candidats. Et c'est tout un peu normal. Ce qui, finalement, intéresse et préoccupe le citoyen aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité privée, même si elle progresse et se renforce dans de nombreux domaines, j'y reviendrai. Mais c'est en réalité la sécurité publique et la relation qu'il entretient avec sa police, sa gendarmerie et peut-être les policiers municipaux dans les collectivités locales et territoriales. Les candidats portent leurs projets à partir des attentes de l'opinion publique. Et donc, c'est un peu normal que la sécurité privée ne soit pas au premier plan. On parle de police, on parle de gendarmerie, on parle de justice, on parle parfois un peu de sécurité dans les collectivités, mais la sécurité privée est assez discrète dans les programmes. D'ailleurs, peut-être est-ce une chance pour cette filière. Elle n'a pas besoin, pour progresser et pour construire, consolider, d'être peut-être le fruit d'une instrumentalisation, d'une polémique quotidienne. Non, nous avons, nous, des perspectives qui sont fortes, à condition que nous sachions nous remettre en cause. À l'évidence, dans le monde des technologies, la sécurité électronique, la cybersécurité, il y a des opportunités considérables. Et nous nous renforçons et nous sommes de plus en plus présents, y compris dans la vie du citoyen. Mais si nous voulons véritablement gagner la bataille de l'opinion, peut-être faut-il que nous prenions un peu d'altitude, tous, et que nous soyons capables de nous parler davantage, de nous vivre tous, malgré nos diversités, comme des éléments d'un même vivier et comme des éléments qui ont besoin de s'exprimer à ceux qui vont venir travailler dans nos entreprises de manière différente. Nous avons besoin d'attirer une population jeune, une population ouverte aux nouvelles technologies, une population qui se situe dans un avenir. Nous manquons encore cruellement de perspectives, de parcours de carrière, de fluidité et peut-être d'une bonne compréhension par l'opinion publique des compétences qui sont nécessaires dans les différents métiers que nous offrons. Alors l'enjeu pour la campagne des élections présidentielles, c'est plus de faire ce travail de conviction qui passe par le rassemblement de tous ceux qui ont envie de travailler ensemble. Et j'invite d'ailleurs en ce moment tous, y compris dans la diversité de leurs organisations, à se mettre autour de la table. C'est le moment de produire ensemble des idées, des projets, des propositions. Et si nous savons le faire ensemble, eh bien nous donnerons confiance. Et si nous donnons confiance, nous attirerons en effet des talents vers nos métiers.
D'ailleurs, si les candidats à la présidentielle ou leur cellule communication nous regardent, parce qu'on est de plus en plus regardés dans l'univers de la sécurité globale, eh bien, sachez que vous avez micro ouvert ici sur A News Sécurité pour venir parler sécurité et sécurité privée et continuum, parce que ça, c'est important. Merci beaucoup, Claude Tarlet. Peut-être une dernière idée. Je crois qu'il est important que nous comprenions que nos métiers forment un tout et que pour réussir demain, nous devons penser autrement la relation qui est la nôtre à nos clients. Penser différemment la relation qui est la nôtre au type de risque et au type de menace que certains de nos clients, malheureusement, portent naturellement en eux. Et que nous soyons capables, et la réforme du CNAPS peut nous y aider, de remettre en cause la manière dont nous concevons la formation des femmes et des hommes que nous employons. Il faut vraisemblablement que nous ayons des logiques qui intègrent davantage cette compétence au niveau des exigences et des risques de nos clients. Et cela, ça passe par un échange beaucoup plus mature que celui que nous avons eu jusqu'à présent. Et je crois que le Conseil d'orientation stratégique va être un outil et qu'il va nous y aider. Merci Claude Tarlet, c'est la fin de ce Face aux syndicats. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.